C'est parti. Donc aujourd'hui, 1er avril, le DM était noté. Non, le DM n'était pas noté. On l'a déjà corrigé la semaine dernière. Et du coup, je ferai pas de DM à me renvoyer parce que c'est trop le cirque pour tout centraliser. Donc je vous ferai, je pense peut-être la semaine prochaine, je vous referai un petit DS un peu comme on a déjà eu, mais je m'arrangerai pour qu'il fonctionne que sur, enfin, qu'il fonctionne sur PC ou sur téléphone. Et je m'arrangerai, etc. Alors sur quoi? Bah, ça sera sur ce qu'on a fait juste avant. Donc le chapitre 11, le chapitre 12 sur le son, le chapitre 13 aujourd'hui qu'on va voir aussi aujourd'hui. Donc je vous donnerai le DS à partir de je sais pas, je pense milieu de semaine prochaine. Juste après le cours, je le mettrai le jeudi, puis vous aurez quelques jours pour me le rendre juste avant les vacances. Comme ça après pour les vacances vous êtes tranquille. Donc, de toute façon, a priori pour les vacances, il y a de grandes chances qu'on soit confiné. Pour ceux qui auraient un doute. Voilà. Alors le programme du jour, donc aujourd'hui, on corrige les exos que vous aviez à faire du chapitre 12. Ensuite, on parle du chapitre 13. On fait les deux trois activités que je vous avais données à faire du chapitre 13. Et pour la semaine prochaine, vous aurez juste à me faire les exercices du chapitre 13, du coup. Les trois exercices qui sont donnés sur Moodle. Et puis, je vous donnerai le chapitre 14 à lire, mais ça sera pas dans le contrôle. Chapitre 14. Voilà, voilà. Alors, on y va pour les exercices. Donc, premier exercice, je sais plus, il y aura le chapitre 13 en contrôle. Oui, il y aura le chapitre 13, mais je vous le redirai de toute façon. Je vous renverrai un truc. Alors, on y va. Donc, je vais vous partager mon écran, ça ira plus vite pour corriger. Comme ça, on fait en simultané les deux. Tac, tac, partager, masquer. Voilà. Normalement, vous avez mon écran. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Comment je vais faire mon coup, là? Je suis en train de me dire. On va faire du paint. On va faire comme ça, parce que sinon, vous allez avoir mon... Voilà. Ok, on va faire comme ça. Alors, donc du coup, on y va, chapitre 13, 12, pardon, exercice 23. Donc on regarde, on vous parle, on vous dit que l'avion il a une vitesse de 2400 km par heure. Alors, chose importante, mais que vous n'avez pas forcément visualisé, c'est qu'on vous dit qu'on va supposer que la vitesse des avions dans l'air, pour les avions, elle est la même, on ne tient pas compte de l'altitude. Alors pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, quand vous montez en altitude, il y a moins d'air. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, plus c'est dense, plus le son va vite. Que plus la distance entre deux molécules est courte. Donc du coup, plus les molécules se tapent vite. Si l'air est moins dense, forcément les molécules sont plus éloignées. Donc avant qu'une molécule aille taper dans celle d'à côté, il faut plus de temps. Donc plus on monte en altitude, et plus la vitesse du son est faible. C'est-à-dire que le son se déplace moins vite en altitude. Donc par exemple, Félix Baumgartner, quand il a sauté, c'était le mec qui avait sauté qui a dépassé le mur du son en saut en chute libre. Lui, en fait, il n'a pas dépassé 340 mètres secondes. Parce qu'il a dépassé le mur du son, mais à son altitude à laquelle il était. Et comme l'air était beaucoup plus faible, bah, du coup, il a pu dépasser la vitesse du son, mais localement à cet instant-là. Alors, du coup, convertir la vitesse en mètres secondes. Donc là, on a 2400 km/h. Donc du coup, on a... il veut pas, oui, il veut. Donc 2400, là, il faut diviser par 3,6. Je ne sais pas si vous vous rappelez pourquoi, je fais un petit rappel, pour ceux qui veulent. Quand on passe de kilomètres par heure en... Alors, je sais que la tablette, là, je sais que tu vas tout pour écrire, peut-être que j'arriverai mieux. On va voir. Mais j'y crois pas trop. Je vais essayer de le faire au stylo. Si ça marche mieux. Oui, non. Alors, du kilomètre par heure au kilomètre par seconde. En fait, vous avez ici des kilomètres par heure au kilomètre par seconde. Si vous avez fait 1 kilomètre en une seconde, vous faites 3600 fois moins. Donc, on divise par 3600. Ensuite, pour faire des kilomètres secondes en mètres par seconde, il faut, cette fois-ci, si vous faites 1 km en une seconde, vous faites 1000 mètres en une seconde. Donc vous faites fois 1000. Et donc finalement, ma souris là, pardon. Si je le passe en rouge, ça revient ici. Aïe, voilà. Ça revient ici à faire divisé par 3600 fois 1000, donc ça fait divisé par 3,6. Oula, j'ai pas l'habitude du truc, pardon. 3,6. Et dans l'autre sens, dans ce sens-là,
ça revient à faire fois 3,6. Ok? Donc du coup là pour la partie pour notre exercice ici, tac, on va effacer ça. On a 2400 km/h à convertir en mètres par seconde. Ça nous fait donc je repasse mon pinceau. Tac. Et donc on fait 2400 divisé par 3,6, donc vous faites à la calculatrice, hein. Donc 2400 divisé par 3,6, et vous trouvez 667 mètres par seconde. 667 mètres par seconde. D'accord? Et donc à comparer maintenant avec la vitesse du son. Donc là on est sur la question A. Pardon. La question A. Question B maintenant. Calculer le rapport de la vitesse de cet avion par rapport à la vitesse du son. Donc l'avion il va à 667 mètres par seconde et on divise par la vitesse du son qui vaut 340. Et si on fait le calcul, on trouve à peu près 2. Donc là il y a un rapport de 2. Et à votre avis, on dit que l'avion il vole à Mach 2. Est-ce que c'est un hasard qu'on dise Mach 2 alors qu'il va 2 fois la vitesse du son? Bah évidemment que non. En fait, un avion qui vole à Mach 2, il vole à 2 fois la vitesse du son à l'altitude à laquelle il est. Un avion peut être à Mach 3, etc. D'accord? Donc Mach 2, tout simplement, c'est le nombre de fois la vitesse du son. Donc le nombre de Mach, oh, c'est chiant, tout effacer, ce sera plus simple. Voilà. Donc ce qu'on appelle le nombre de Mach, en fait, c'est la vitesse du son. Bon, oui, si j'écris pas, ça va pas le faire. Alors, le nombre de Mach, c'est ce qu'on appelle nombre de fois vitesse du son. C'est le nombre de fois vitesse du son, je vais noter comme ça. D'accord? Donc Mach 3, vous avez 3 fois la vitesse du son, Mach 2, 2 fois la vitesse du son, etc. Alors, on dit qu'un tel avion, ça c'est fait. Question D maintenant. La vitesse de croisière d'un Airbus A380 vaut 900 km/h. Déterminez si cet avion effectue un vol subsonique ou supersonique. Alors, on va regarder. Donc, déjà, on va convertir encore une fois 900 km/h en mètres par seconde. Donc, on divise par 3,6. 900 divisé par 3,6, on fait le calcul. Normalement, vous l'avez tous fait. Et on trouve 250 mètres secondes. Donc 250 mètres par seconde. Et donc du coup, on voit que cet avion-là, il est plus petit que 340 mètres par seconde. Donc du coup, l'avion la 380, c'est un avion qui est en dessous de la vitesse du son. On dira que c'est un avion subsonique. En fait, des avions de ligne classiques supersoniques, il y en a eu un, c'était le Concorde. Et le Concorde, c'est un avion français, mais qu'on a arrêté de fabriquer parce qu'il y a eu des crashs, etc. Ça coûtait très cher en entretien, etc. Mais il a fonctionné pendant quelques années. C'est bon? Des questions là-dessus? Je vous repasse en... Oui, non? Subsonique, c'est-à-dire en dessous de la vitesse du son. C'est ça que ça veut dire subsonique. Ok, alors on avait l'exercice là. Ensuite, si je me trompe pas, on avait l'exercice... C'était celui-là. Rapidement. Alors celui-là, je vais vous le mettre en plein écran et on va la noter. On va juste faire la partie, vous parlez d'un exposé oral, mais on va juste faire la partie juste pour convertir. Donc un scooter électrique, il roule à 45 km/h, donc divisé par 3,6, on trouve sa vitesse, ça fait 12,5. Je sais pas si ça marche. Si je dessine, il veut bien? Non? Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Non, il veut pas. Bon, il veut pas. Bon, bref. Donc ici, ça vaut 12,5. Je sais pas pourquoi il veut pas. Peut-être qu'il faut que je dézoome. Je suis où là? Tac, tac, tac. Ça, il faudrait que je le cache. Je sais pas. Quelqu'un sait comment on fait? Non? Non, bah il veut pas. Donc si je zoome dessus, est-ce qu'il vaudra? Non, bah il veut pas. Bon bref, c'est pas grave.
On va faire un imprimé écran, puis je vais dessiner de ça. On va faire comme ça plutôt, ça sera plus simple. Je sais pas pourquoi ils bug leur site. On va faire comme ça. Capture d'écran. Tac. Voilà. Donc ça c'est exercice 28. Ok. Copier. On repasse sous Paint. Coller. Voilà. Comme ça on va pouvoir le faire ensemble. Voilà. Alors donc du coup, ici en kilomètres par heure. On y va. Donc ici un scooter électrique c'est 45 km par heure. Donc mis en mètres par seconde, ça fait du 12,5. L'ordre de grandeur, vous vous rappelez ce que c'est? C'est la puissance de 10, c'est la plus proche. Donc là, est-ce que c'est plus près de 10 ou de 100? C'est plus près de 10. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance mètres par seconde. Une voiture de Formule 1, c'est 230 km par heure. Donc mis en mètres par seconde, ça fait 230 divisé par 3,6. 64 en arrondissant. 64 mètres par seconde. Donc mis en ordre de grandeur, 64 c'est plus près de 100 que de 10, donc ça fait du 10 puissance 2. 2000, donc un avion de chasse, divisé par 3,6, ça fait 555, bon, 556 en arrondissant, mètres par seconde. Et donc mis en puissance de 10, ça fait 10 puissance 3, parce que c'est plus près de 1200. Donc en gros tout ça pour retenir que finalement, passer d'un scooter électrique, en fait un scooter électrique ça va à peu près 10 fois moins vite en moyenne qu'une voiture de Formule 1. Et un avion de chasse, ça va 10 fois plus vite encore qu'une Formule 1. Donc une Formule 1, c'est très très loin de la vitesse du son. Hein. Par contre, un avion de chasse, lui, il est plus de 2 fois la vitesse du son. Je sais pas si vous vous rendez compte des vitesses d'un avion de chasse. Un avion de chasse, il peut en 1 heure faire l'aller-retour entre chez nous et la Bretagne. En 1 heure. Il va jusqu'en Bretagne et il revient. En 1 heure. D'accord? Donc c'est 2 fois la vitesse du son. Des questions là-dessus, sur l'exercice là? L'ordre de grandeur, c'est un arrondi. En fait, tu fais un arrondi, on l'a déjà vu en début d'année, c'est l'arrondi à 10, 100, 1000, 10 000, etc. Donc là, par exemple, dans l'exercice là, 555, c'est plus près de 1000 que de 100. Donc on va arrondir à 1000. Et 1000 en puissance de 10, ça s'écrit 10 puissance 3. 64, c'est plus près de 100 que de 10, donc on l'arrondira à 100. Et donc on va mettre 10 puissance 2. 12, c'est plus près de 10 que de 100, donc on l'arrondira à 10 puissance 1. C'est bon? Ok. Alors ensuite, on avait l'exercice 43, je crois, de mémoire. Ou 48, je sais plus, non, 44. Voilà, voilà. Alors celui-là, il n'était pas évident, parce qu'en fait, il fallait tracer des graphiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vous explique déjà que on veut mesurer la vitesse du son dans l'air et dans l'eau. On vous demande déjà de faire un schéma du dispositif expérimental. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est pas bien compliqué. Ce qui va se passer, alors par contre c'est un peu chiant, je vais juste changer un truc, un réglage là pour ma tablette. Attendez, c'est celui-là je crois. Pleine surface. Si je fais ça, non, il sort, non, ça va pas. On va essayer d'élargir un peu ma zone. Juste pour moi, hein, désolé. Voilà. Ok. Comme ça, je peux dessiner plus facilement. Donc, on y va. Donc, je disais, on va faire un schéma du dispositif expérimental. Donc, en fait, le dispositif qu'on vous dit, c'est une boîte. Là, je vais le faire comme ça. Avec un émetteur d'un côté de la boîte. D'accord? Et un récepteur. Donc là, c'est l'émetteur. Oula, oui, si je mets le pinceau, ça sera mieux. On va mettre avec des lettres. Donc là, on a l'émetteur et là, on a le récepteur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le son, il va sortir de l'émetteur et il va aller en direction du récepteur. Et du coup, dans la boîte ici, soit on laisse de l'air, soit on met de l'eau. Si on met de l'air, ben, on va pouvoir savoir quel est le temps pour que le son parte de l'émetteur au récepteur, et pareil pour l'eau. Et le récepteur, on peut le déplacer ici, on peut le mettre à plein d'endroits. Donc on peut le déplacer sur ce truc, et nous, ce qu'on mesure à chaque fois, c'est la distance qu'on appelle L entre l'émetteur et le récepteur. Cette distance, là, on appelle L, grand L. Et donc, on va regarder quel est le temps que met le son pour aller de E à R, en fonction de la distance.
la distance est grande, évidemment, il faudra de temps que le signal il part de E et qu'il aille jusqu'à R. Pas jusqu'à là? Tout le monde visualise le truc? Pas de problème? C'est bon? Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on vous demande, en fait, on vous donne un tableau. Dans le tableau, on vous donne, ils ont fait les mesures, donc ils ont dit, par exemple, pour 1m60, dans le liquide, ça met 1 seconde 0,8, enfin 1 milliseconde, pardon, et dans l'air, ça met 4,6 millisecondes, etc. Pour 60 cm, il mesure 0,4 millisecondes et 1,68 millisecondes. Donc le milliseconde, ça sera important pour tout à l'heure. Parce qu'on va trouver une valeur, mais il ne faudra pas oublier de la multiplier par 1000, parce que là, si on est des millisecondes, on va mettre en secondes, il faudra faire fois 1000. Enfin, la valeur de la vitesse, hein, j'entends. La valeur. Alors du coup, on y va. On vous demande de faire deux graphiques différents. Alors là, vous bénissez votre cher Régressi. Vous vous rappelez votre copain, Régressi, votre ami, n'oubliez pas. Donc Régressi, lui, il nous dit, voilà, j'ai rentré les valeurs du tableau, télique, R. Télique et tolaire. Et du coup, je vais pouvoir tracer un graphique. Donc là, par exemple, j'ai tracé dans le liquide par rapport à L. J'obtiens un graphique, une droite ici. Cette droite, je peux calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc je vous rappelle en maths comment est-ce qu'on fait un coefficient directeur. Prenez deux points, YB et YA par exemple, vous faites YB moins YA sur XB moins XA. Ça normalement vous l'avez déjà vu. Donc je ne reviens pas dessus, c'est des maths. Donc là on calcule le coefficient directeur de cette droite qu'on a tracée grâce aux valeurs pour le liquide. Et là on trouve 1,5. Mais attention, que alors déjà on va essayer de juste réfléchir un petit peu à ce qu'on a tracé. Donc nous on a tracé, on a tracé L, zut, je vais y arriver, un crayon. Donc on a tracé L qui est une fonction du taux. D'accord? Et vous savez en maths, enfin en physique, pardon, vous savez que la vitesse c'est la distance divisée par le temps. V égale D sur delta T. Avec ça en secondes et ça en mètres. D'accord? Et ça c'est une vitesse en mètres par seconde. Et du coup, ici, si moi je veux, en fait, ici, dans notre cas, dans notre situation D, bah, c'est ça, c'est L. Donc en fait, c'est comme si j'avais mis delta T de l'autre côté. D'accord? C'est comme si j'avais passé ce truc-là ici. Et du coup, on va obtenir une équation qui est grand L est égal à V fois delta T. Et ici, delta T, c'est taux. Donc on se rend compte que le coefficient directeur de ma droite, en fait, ici, le coefficient directeur de ma droite, concrètement, bah, c'est la vitesse. Ici. Et votre coefficient directeur de votre droite, c'est votre vitesse. Sauf que, attention, ça doit être en secondes. Et nous, on l'a en millisecondes. Donc, notre résultat ici, notre vitesse V, le coefficient directeur, il faudra qu'on le fasse fois 1000 pour compenser. Donc, du coup, si on prend la valeur qu'on a trouvée, donc nous, on a trouvé 1,5 pour le liquide. Donc là, c'est pour le liquide. Hein. On trouve 1,5, donc ça nous donne une valeur V égale 1500 mètres par seconde. Et c'est bien plus élevé que la vitesse du son dans l'air, parce que dans un liquide, on est plus dense. Maintenant, on va faire pareil pour l'air. Donc ici, je vais choisir R. Et je vais ici je vais effacer ça. Je refais un modèle, je dis que c'est un modèle linéaire. Elle fait le calcul. Et lui, il trouve quoi? 0,347. Et on fait le même raisonnement. On repart sur le raisonnement Et là, donc je refais le même raisonnement que là. Sauf que ce coup-ci, ça va être, je vais le mettre en bleu. Ici pour l'air. Ah, pour l'air. Et je trouve 0,347. Et du coup, vu que c'est en millisecondes, il faut que je le mette en secondes. Donc je fais fois 1000. Donc la vitesse, ça fait 347 mètres par seconde. Et on retrouve la valeur du cours. Et on voit bien que la vitesse dans l'air est bien plus faible que la vitesse dans le liquide. Parce que dans le liquide, c'est plus dense. Oui, ça va? C'est un peu vite peut-être? De toute façon, ça va pas, vous avez la vidéo encore en ligne. C'est bon? Alors, donc là, c'est pour les exos sur le chapitre là. Donc, pour résumer sur le chapitre là, il n'y a pas grand-chose à savoir, hormis que le son se déplace à peu près à 340 mètres secondes. Il lui faut un milieu matériel pour se déplacer, donc dans le vide, il n'y a pas de son. Et que plus le milieu est dense, plus on va vite.
Autre chose à savoir aussi, c'est que on peut se servir de ça pour mesurer des distances. Par exemple, si on sait le son dans l'air, par exemple, si j'envoie un signal sonore contre un mur, le signal va me revenir, donc il va mettre un certain temps pour faire l'aller et le retour. Et vu que je connais la vitesse, je peux calculer la distance de ce mur. Simplement ce qu'on appelle le sonar. C'est comme ça que ça marche les chauves-souris, les dauphins, les sous-marins, plein de choses. Ok. On enchaîne. Des questions sur ce chapitre 12? Oui, non? Vous n'êtes que 20 sur 60, un tiers. Bon, c'est pas grave. Vous êtes bien calme. C'est bon? Ok, donc on passe au chapitre 13. Donc je repasse en mode tableau classique, tralala poète. Partager des fichiers. Et je vous envoie le chapitre 13. Encore faut-il que je le retrouve. Non, oui, non, il est où le voilà. Perception d'un son. Voilà, on va partir là-dessus. Ok. Là, normalement, on est repassé en mode normal pour vous. Là, on a fait le chapitre 12. Qui dit juste que, en gros, ce que c'est le son. Le chapitre 12, c'est juste qu'est-ce que c'est le son. Et le chapitre 13, c'est quelles sont les caractéristiques du son. Alors là, j'espère que vous avez mis un peu vos enceintes parce que je vais vous péter les oreilles. Alors, donc le son, on a dit que le son, c'est un truc qui se déplace, etc., dans l'air, etc., etc., etc. Et du coup, ce que je vais vous faire voir, c'est qu'en fait, on n'est pas capable de tout entendre. Nous, on est capable d'entendre des fréquences de son, c'est-à-dire des sons aigus, des sons graves, mais on n'entend pas tous les aigus, et on n'entend pas tous les graves. Et, nous, l'homme on considère qu'il est capable d'entendre une fréquence entre 20 Hz et 20 kHz, 20 000. Pour vous faire voir la différence, je vais vous diffuser du son. Alors, donc là, on est à 44 Hz, vous entendez normalement rien. En réalité, si je sais qu'un gros haut-parleur, vous l'entendriez. Alors, je vous préviens, ça va faire mal aux oreilles. Donc là, on va commencer. Donc là, on commence à entendre, en fait, à partir de 60 Hz, on commence à entendre. Est-ce que vous entendez? Et donc là, gare aux oreilles, on va commencer à monter pour essayer de chercher. Alors, chose importante, le son que je vais vous diffuser là, je ne change pas son volume. En fait, c'est votre oreille qui a tendance à être plus réceptive pour certaines fréquences. Donc, il y a un moment, ça va vous péter les oreilles. Du coup, je vais peut-être baisser un petit peu le son tout de suite parce que ça va être violent sinon. C'est juste votre oreille qui a du mal qui entend plus cette fréquence-là. Donc là, je vais commencer à monter. Donc là, on arrive à. Je monte un petit peu le son comme si bon, c'est pas drôle. Voilà. On a 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz. Donc là, on a 2000 Hz. Ça commence à faire mal aux oreilles. Le maximum, il est à peu près vers ici. Donc, je fais juste une petite pause de secondes. 2700 Hz, là, c'est la fréquence qu'on entend le mieux. Et sans vous en rendre compte, en fait, c'est un truc qu'on sait physiologiquement, en fait, le corps, c'est ce qu'on entend le mieux, cette fréquence-là. Et c'est pour ça que dans les pubs, très souvent, les pubs sont un peu plus aiguës à la télé. Comme ça, votre oreille a l'impression que le son est monté. Alors que c'est pas tout le temps le cas. Et ça, les mecs des publicitaires ont bien compris ça. Donc, je vous remets le son qui pète les oreilles. Voilà. Et donc, on va essayer de monter un petit peu pour chercher quelle fréquence maximale vous êtes capable d'entendre. Donc là, normalement, vous commencez à entendre encore. Est-ce que vous l'entendez encore là? Voilà. Alors moi, ça me défonce les oreilles, mais je pense qu'on serait en salle, vous en seriez en train de pleurer là, normalement. Donc en fait, voilà, on est à peu près autour de 15 000 Hz, vous entendez plus rien. En fait, en réalité, quand on dit 20 000, on est gentil. Il y a très peu de personnes qui entendent jusqu'à 20 000. Nous, on est capable d'entendre, en théorie, on dit 20 000 pour résumer, mais en pratique, c'est moins de 20 000. Sachant que ça, en plus, ça diminue avec l'âge. C'est-à-dire que plus vous allez de vieux, moins vous allez entendre les hautes fréquences. Ça s'explique parce qu'en fait, les hautes fréquences, c'est des cils très fins dans vos oreilles qui vibrent aux hautes fréquences. Et ces cils très fins, quand vous vieillissez, ils fonctionnent moins bien. Donc, plus vous vieillissez, moins vous entendez les hautes fréquences. C'est pour ça qu'ils ont plein de pubs sur Internet, sur le téléphone, des sons spéciaux pour les jeunes, que les vieux n'entendent pas, tout le tralala. Tout simplement, c'est juste des sons
ont des hautes fréquences et qui sont à la limite de l'audible pour un jeune et qui sont pas audibles pour les personnes âgées. C'est pour ça que moi je sais quand j'étais petit, par exemple, quand j'allais chez mes grands-parents, la télé elle sifflait énormément, ça me gênait. Mes grands-parents n'entendaient rien, mes parents non plus. Que ça vous arrive aussi d'entendre des sons des fois, puis pas vos parents. Ça, c'est expliqué parce qu'en fait, votre oreille, elle n'est pas capable, elle entend, voilà, quand vous êtes jeune, vous entendez en gros tout ça, tout ce qui est violet clair là, à Bricorama, peut-être, ouais, j'ai pas fait gaffe. À Bricorama, il y a des télés. À Conforama, peut-être. Bricorama, c'est un magasin de bricolage. Hmm. Si, je vois les petites télés de démo là, oui, c'est vrai. Les petites télés qui font des pubs. Je vois. Ouais, c'est vrai, c'est des vieilles télés. Or, ça se fait moins sur les nouvelles télés, on n'entend plus rien. En fait, sur ça se faisait beaucoup sur les vieilles télé carrées, voilà, ce qu'on appelle les tubes cathodiques, parce que ça sifflait, il y avait une certaine fréquence. Mais ça le fait plus sur les tubes, sur les nouvelles télé plates. Et donc je disais, nous, on est capable d'entendre entre 20 Hz et à peu près 20 000 pour une personne normale. Et les personnes qui sont plus âgées, voilà, ils entendent peut-être jusqu'à 10, 15, 15 kHz, donc 15 000 Hz. Et au-delà, on n'entend pas. Mais on verra tout à l'heure dans l'activité que ça, c'est pour l'homme. Il y a des animaux qui entendent des ultrasons et que nous, n'entendons pas. Du coup, donc ça, c'est pour le principe du son. Donc il y a des sons aigus, des sons graves. Ça, on est capable d'entendre ça. Donc maintenant, si on veut décrire un son, en fait, décrire un son, une note de musique, par exemple, il y a trois choses qu'il faut décrire. Première chose, c'est la hauteur. La hauteur du son, c'est est-ce qu'il est aigu ou grave. Donc, par exemple, bah, je peux vous faire un petit mi avec mon téléphone là. Donc je vais régler une fréquence à 260 Hz, 262 Hz, et je vous fais un mi. Voilà, ça c'est un do par contre, c'est un do. Voilà. Alors maintenant, si je vous mets un mi à 330, je vais essayer de le faire à peu près. Ah, des 330 j'ai dit. Là on a un mi. Et si je mets un si, alors le si ça va être à 494. Donc vous voyez qu'en fait là je ne change pas le volume, je change juste la fréquence. Donc ça c'est un si. Voilà, donc en fait vous pouvez écrire un son en disant est-ce qu'il est aigu ou grave. Ça c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle la hauteur d'un son. Alors méfiez-vous, hein, hauteur ça ne veut pas dire sa puissance, ça veut juste dire est-ce qu'il est aigu ou pas. Un son qui est très haut c'est un son très aigu, un son qui est bas c'est un son qui est grave. C'est la première caractéristique d'un son. La deuxième caractéristique d'un son, c'est différent entre une guitare, par exemple, et un ukulélé. Alors, je vais vous faire écouter deux, trois sons. Par exemple, en fait, le timbre, c'est concrètement ce qu'on appelle le timbre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est quelque chose qui s'entend à l'oreille. C'est pas quelque chose qu'on peut décrire en soi. D'accord? C'est comme la beauté. Décrire la beauté d'un objet, c'est pas évident à décrire. Qu'on dire quelque chose qui est beau, quelque chose qui est pas beau. Voilà, on peut pas écrire avec un chiffre, on peut pas décrire. Bah, c'est pareil pour le timbre. Par exemple, là, si je vous passe une guitare, attendez, je vais le mettre avec un autre logiciel. Je sais pas pourquoi il me le fait à chaque fois avec celui-là. Voilà. Donc ça, c'est une guitare. Vous entendez? Je vous le remets. Et maintenant, je vais vous faire écouter un ukulélé. Je vous le remets. Est-ce que vous entendez tous la différence? On n'entend pas? Alors, je vais essayer de vous le remettre. De le mettre plus fort. Attendez, je vous le mets plus fort. Est-ce que je peux le monter plus que ça? Zut, il m'énerve. Vous n'entendez pas? Vous n'entendez rien? Ok, bon, laisse tomber. C'est pas grave. Alors, ouais, c'est peut-être parce que le... Bon, bref. C'est pas grave. L'important, c'est que si je vous fais un la avec une guitare, ou si je vous fais un la avec une flûte, forcément, vous allez à l'oreille tout de suite me dire c'est une guitare ou c'est une flûte. Vous allez reconnaître. Et en fait, concrètement, c'est la même fréquence de base. C'est-à-dire que les deux font la même note. Mais ce qui va changer, c'est que... Alors là, il faudrait que je vous projette sur un... Attendez, je vous repasse en projection. Ah, peut-être que si je vous projette mon écran, ça marchera peut-être mieux. On va essayer. Partager l'écran.
Ok, partager le contenu audio. Alors, on va voir si ça marche, là, si je vous repasse le son. Est-ce que vous l'entendez mieux? Ok, donc ça c'est un ukulélé, d'accord? Et maintenant une guitare. Et si je vous mets là un téléphone, un téléphone, les trois ont exactement la même fréquence. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Les trois ont la même fréquence de base. Mais si je prends par exemple le téléphone, si je prends le téléphone, en fait mon onde elle va être comme ça, bien sinusoïdale. Alors que si je prends la guitare, peut-être, alors j'en sais rien, mais c'est peut-être un truc comme ça. Et si je prends ukulélé, ça fera un truc, par exemple, comme ça. Donc les trois ont bien la même fréquence, les trois ont la même fréquence de base, c'est-à-dire qu'ils ont le même temps. Alors là, je l'ai fait vraiment vite fait. Donc normalement, vous avez le même temps ici, enfin le temps pour que ça se répète à l'identique, normalement, il est le même, les trois, d'accord? Entre là, là et là, c'est le même temps. Et donc du coup, en fait, les trois ont la même fréquence de base. Les trois font par exemple un la. Là, dans l'exemple que je vous ai donné, c'était un la. Les trois. Et en fait, ce qui va changer, c'est la forme de la vague, la forme de l'onde. Et la forme de l'onde, bah, c'est ce qu'on appelle le timbre. Et en fait, vous allez voir l'année prochaine, quand on va, bah, je vais rester comme ça du coup en mode, en première, quand vous serez en enseignement scientifique, vous allez voir qu'en fait, on peut représenter, enfin, on peut visualiser le timbre en faisant ce qu'on appelle le spectre. En fait, on peut décomposer euh, les courbes que je vous ai montrées en signaux, en signaux qu'on puisse comparer si vous voulez. Mais même si c'est pas vraiment, on voit pas ce que ça va nous donner à l'oreille, mais on peut comparer un peu la tête des trucs. Et donc, ça c'est le deuxième truc, le timbre. Donc par exemple, moi si je chante comme une casserole, et même si je chante juste, ça sera moche parce que j'ai un timbre pas beau de voix. Alors qu'une personne qui a un joli timbre de voix, quand elle chantera mieux, ça sera plus joli. Et le timbre, en fait, bah, c'est quelque chose d'inné, de pas trop changer. Travailler un petit peu, hein, je veux dire, les humoristes, enfin les imitateurs, ils arrivent à changer un peu le timbre de leur voix, mais le timbre d'une personne qui chante, c'est très compliqué à changer. D'accord? Et ensuite, la dernière chose, pour décrire un son, bah, c'est est-ce que c'est fort ou pas fort. Et donc là, ça se mesure en watts par mètre carré. Sauf que, ah oui, Florian, sauf que, elle se mesure en watts par mètre carré. C'est-à-dire que c'est la puissance sur une surface. Sauf que la watt par mètre carré, en fait, on va juste faire l'activité juste après, vous allez voir que c'est pas pratique. Parce que les watts par mètre carré, par exemple, si je parle doucement, c'est peut-être de l'ordre de 0,001 watts par mètre carré. Si je parle fort, ça va être multiplié par 1000, cette puissance. Et on voit que si on veut représenter ça sur un graphique, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous arrivez forcément sur un truc qui est compliqué. Alors, je vais vous expliquer. Un petit schéma. Imaginons que je vais représenter des valeurs qui sont très différentes. Par exemple, je vous ai dit, quelqu'un qui parle doucement, il va peut-être ici être à 0,0001 watts par mètre carré. Si je reprends quelqu'un qui parle fort, ça va être 1000 fois plus. Et donc 1000 fois plus sur mon graphique, bah, ça rentre pas. Alors ce qu'on fait, c'est on fait une échelle qu'on appelle logarithmique. L'échelle logarithmique, on va la graduer ici en 10 puissance. Attendez, je vais juste effacer le truc là. On va la graduer en 10 puissance, en puissance de 10. Donc là, ça va être 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 1, 1, 10, 10 puissance 2, etc. Et en utilisant ce qu'on appelle ici, ce type de graphique qu'on appelle logarithmique, je peux bien représenter mon truc à 10 puissance moins 4, je peux le mettre, il est là. Donc 10 puissance moins 2, je peux le mettre, etc. Donc on voit qu'on peut représenter beaucoup plus de choses sur un graphique. Mais attention, que là, d'un passage à l'autre, bah, c'est 1 dans une échelle normale, alors que là, le passage de l'un à l'autre, on fait x10 à chaque fois. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Et donc, pour le son, comme on passe souvent d'un truc petit à un truc plus grand, en fait, on utilise... Florian, on va utiliser une autre échelle qu'on appelle logarithmique, et cette échelle, c'est ce qu'on appelle le niveau sonore. Donc le niveau sonore, en fait, on l'appelle L, c'est ce qu'on appelle des décibels. D'accord? Et donc,
c'est ce qu'on va utiliser. Pour passer des watts par mètre carré décibels, il y a une formule. Mais tout de suite, vous paniquez pas, cette formule, vous ne la connaissez pas et vous n'allez pas définir. Par contre, vous l'aurez l'année prochaine. Donc cette formule, c'est celle que j'ai mis dans le cours ici, qui vaut le niveau sonore en décibels. Il faut faire 10 fois log. Log, c'est une fonction mathématique pour l'intensité d'un truc, de l'intensité donc en watts par mètre carré divisé par 10 puissance moins 12. Bon, pour résumer tout ça, un son peut avoir la même fréquence, c'est-à-dire ici, si vous regardez le truc, entre une flûte et une trompette, ou une trompette, ouais, je sais pas, non, c'est pas une trompette, je sais pas c'est quoi, enfin bref, on s'en fout, c'est un saxo. Entre la flûte et le saxo, on voit qu'ils ont tous les deux la même longueur d'onde, la même fréquence, même période, pardon, donc la même fréquence. Et donc les deux notes qui font les deux bonhommes, là, c'est la même note. Par contre, on voit qu'elles n'ont pas la même tête, les courbes. Donc là, ça veut dire que les deux ont des timbres différents. Bah évidemment, une c'est une flûte, et l'autre, c'est un saxo. Deuxième chose qu'on peut mesurer, c'est la hauteur. Pas la hauteur, pardon, l'intensité. L'intensité, donc on regarde ici par exemple un diapason. Donc ici, si on l'enregistre, on va avoir un son qui est très fort. Si maintenant on recule le micro, le son il sera plus faible. Et ce qui va changer, c'est pas la fréquence du son, c'est bien la hauteur du son. Enfin, quand je dis la hauteur, c'est la puissance du son. Donc l'intensité sonore, l'intensité. Ça va? Et donc à l'oreille, on va pouvoir, votre oreille, vous, elle est capable de définir est-ce qu'un son est aigu, grave. Elle est capable de reconnaître entre une flûte et un saxo. Elle est capable de reconnaître entre un son qui est fort ou un son qui est faible. Ça va? Et donc, je vous disais, pour, par exemple, ici, un vent léger, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 10 watts par mètre carré, donc c'est petit la puissance. Contre quelqu'un qui part dans une salle de classe, ben, on est de l'ordre de 10 000 fois plus. Donc, l'intensité sonore, elle est 10 000 fois plus grande dans une salle de classe que dehors lorsque vous avez un petit vent. Donc, représenter ça sur un graphique, c'est pas possible, c'est trop grand l'écart. Du coup, on a inventé une autre échelle, ce qu'on appelle les décibels, et tout simplement, un vent léger, c'est 20 décibels, et dans une salle de classe, on est autour de 70 décibels. Mais méfiez-vous, hein, augmenter 10 décibels, c'est énorme. D'accord? Augmenter de 10 décibels, ça fait un gros écart en termes de puissance. Donc, par exemple, entre un klaxon de voiture qui est autour de 100 décibels et un concert, on est à 110 décibels, c'est déjà vachement plus fort. Et donc, il y a ce qu'on appelle un seuil de risque et un seuil de danger. Le seuil de risque, c'est un seuil à partir duquel on peut avoir des risques de se faire mal à l'oreille. 90, c'est le seuil à laquelle on peut avoir des problèmes si on écoute trop longtemps ce son. Et le seuil de douleur, c'est un seuil à partir duquel on a mal aux oreilles. Donc normalement, dans un concert, on doit être limité autour de 100-110 décibels. Je crois que c'est 105 de mémoire. Et dans les concerts, vous avez un compteur de décibels au-dessus de la salle. Et si ça dépasse les 105 décibels, ça coupe le courant. Une sécurité. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur le cours? C'est bon? C'est clair? Pas de questions? Alors du coup, on va juste faire les deux petites activités du livre. Il y a des formules, non, il n'y a pas de formule. Il n'y a aucune formule dans ce chapitre-là, juste savoir ce que c'est une fréquence, ce que c'est, etc. Mais juste, c'est tout. Par F égale 1 sur T, mais on l'a déjà vu dans l'ancien chapitre. Donc les activités du livre. Je vous ai demandé de regarder celle-ci. Donc celle-ci, en fait, on vous explique que nous, on est capable d'entendre entre 20 et 20 000, mais qu'une taupe, elle est capable d'entendre, par exemple, entre quelque chose comme 3-4 Hz jusqu'à à peu près une trentaine de Hz. En fait, les éléphants et les taupes, ils entendent des fréquences très basses. Pourquoi? Parce qu'en fait, un éléphant, il entend les vibrations du sol. Du coup, il entend si quelque chose arrive. Une taupe, elle est aveugle, donc elle a juste intérêt à chercher la fréquence des petites vibrations dans le sol, donc les trucs qu'elle veut manger, etc., ou les trucs qu'elle veut fuir. Un chat, un chien, ils sont capables d'entendre à peu près comme nous en termes de son audible. Par contre, ils entendent beaucoup plus loin en termes de haute fréquence. Et donc, ils sont capables d'entendre des fréquences que nous ne sommes pas capables d'entendre, des aigus très aigus. C'est pour ça qu'on vend des sifflets à chien ou à chat. Et quand on siffle dedans, nous, on n'entend rien, et pourtant, le chien, il l'entend et il revient. Les chauves-souris, les dauphins, eux, ils utilisent l'écho. Et l'écho, ça marche mieux avec des hautes fréquences. Et du coup, les dauphins et les chauves-souris, ils entendent des fréquences très très élevées, jusqu'à 160 000 Hz. Et dans le milieu médical, on utilise des fréquences qui vont de l'ordre du million de Hertz ou 20 millions de Hertz. Donc bien plus élevées que nous. On répond aux questions rapidement. Donc citer les domaines de fréquence des infrasons, des sons audibles par les êtres humains et les ultrasons. Donc les infrasons, c'est en dessous de
du son audible, donc c'est en dessous de 20 Hz. Alors, je sais pas si je peux écrire, on va essayer. Donc les infrasons, c'est en dessous de 20 Hz. Le son audible, c'est entre 20 et 20 000. Entre 20 et 20 000. D'accord? Et les ultrasons, c'est au-delà de 20 000. Alors, vous voyez qu'en fait, les ultrasons, c'est un son c'est un nom qu'on a inventé par rapport à nous, hein. En fait, si on était des dauphins, les ultrasons, bah, ça serait au-dessus de 160 000, quoi. Juste qu'on s'est basé par rapport à l'être humain. C'est nous qui avons inventé le terme ultrason. Alors, relever pour chacun des domaines animal capable de percevoir ces signaux, bah, tout simplement, en dessous de 20 Hz, bah, la taupe, par exemple. D'accord? Bon, c'est une étude de texte, il n'y a rien de compliqué. Entre 20 et 20 000, bah, il y a nous, le chat, le chien. Par exemple, on va mettre le chat. Et puis au-dessus de 20 000, bah, par exemple, le dauphin. Ok? Ouais, rien de compliqué. Je pense que même un sixième, il saurait le faire. Des questions? Non, c'est bon. Ok. Alors, justifier que les signaux utilisés pour une échographie ne sont pas perçus par les dauphins. Bah, une échographie, on revient sur le truc. Tac, tac. Une échographie, on voit que c'est dans les applications médicales et on est de l'ordre dans le million. Alors que le dauphin, il entend qu'à 160 000. Donc on est bien au-delà de l'audible, même pour un dauphin. Même pour un dauphin, il n'entendra pas. Donner un autre exemple d'utilisation médicale des ultrasons. Donc, les ultrasons, c'est utilisé par exemple pour l'échographie. C'est aussi utilisé pour les kinés. Il peut en fait envoyer des ultrasons, ça réchauffe localement. Ça peut faire du bien au niveau des muscles, etc. C'est aussi utilisé en physique ou même en bricolage pour décoller quand vous avez de la rouille, par exemple, sur un appareil. On peut envoyer des ultrasons, ça fait vibrer un peu l'appareil très 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 vite, et du coup ça peut décrocher un petit peu, ça peut le nettoyer. Ça peut être utile quand on a des pièces qui ont des petits recoins, etc. Ça permet de décrocher les impuretés dans les recoins. Alors, exprimer en kilohertz les limites supérieures du champ auditif des êtres humains, des chats, des chiens, des chauves-souris. Donc en fait, on vous demande de convertir 20 000 en kilohertz. Donc ça fait 20 kilohertz. 40 000, bah, ça fait 40 kHz, puisqu'on divise par 1000. Et pour les dauphins, ça fait 160 kHz. Des questions? Pourquoi est-ce que ça fait un son aigu? Bah, parce qu'en fait, une échographie, l'intérêt, c'est que alors le H d'échographie, là, entre le C et le A. Si tu fais une échographie avec un son classique, bah, le bébé va en prendre plein la tronche, par exemple. Donc, il va entendre des bruits, ça va le perturber. Le but, c'est de passer sur un son, déjà, qui rebondisse bien. Que si on fait un son trop grave, il va traverser le corps et il reviendra pas, donc c'est pas l'intérêt. Alors, le truc de l'échographie, on va faire un schéma, comme ça, c'est plus pratique. Et c'est là que vous allez vous foutre de moi, parce que non, de toute façon, je ne veux pas m'embêter, je vais le faire avec le stylo. Donc ici, on a un bébé qui est dans le ventre de sa maman. On a envie de voir la tronche du bébé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ici un émetteur, d'accord, et ici à côté, on met un récepteur. En fait, les deux, ils sont sur la même sonde. L'émetteur, il va envoyer un signal. Ici, il va envoyer un signal qui va aller taper sur la tête du bébé et qui va revenir vers le récepteur. Et vu qu'on connaît le temps pour faire l'aller-retour, on sait à quelle distance, on peut mesurer la distance entre là et le bébé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein d'ondes, il y a même des ondes qui vont traverser la tête et qui vont aller rebondir de l'autre côté du cerveau du bébé. Et donc, etc. Donc tout ça, c'est enregistré dans un ordinateur, d'accord? Et l'ordinateur, lui, il enregistre toutes les positions, tous les points qu'il va voir. En fait, il va enregistrer tous les points ici, enfin, tous les points qui sont à la surface du bébé, etc. Et donc l'ordinateur, après, en 3 dimensions, il arrive à recréer, en gardant en mémoire tous ces points, il arrive à recréer en 3 dimensions l'échographie. Et l'intérêt de ce truc, c'est que euh, c'est déjà indolore, on peut en faire autant qu'on veut parce qu'on ne chauffe pas, on fait rien du tout. Et en plus, c'est des applications, on n'entend pas. Donc le bébé, il est tranquille, il n'est pas embêté, il sent même pas qu'on le regarde. C'est exactement pareil que les chauves-souris, exactement. C'est pas dangereux du tout, non. Il n'y a aucun danger. Autant une radio, on envoie des trucs radioactifs, donc c'est très dangereux. Une échographie, tu peux en faire autant que tu veux, il n'y a aucun risque. Parce que c'est juste du son qui rebondit, qui revient. Donc il n'y a vraiment aucun danger. Et en plus, le bébé, il n'entend même pas parce que c'est des ultrasons. Et la maman, elle sent rien. Donc on peut en faire autant qu'on veut. L'échographie, c'est vraiment top. Le problème, c'est que l'échographie, bah, vous voyez que les premiers trucs. Par exemple, si vous avez un problème derrière les poumons,
Ben, avec une échographie, on pourra pas aller le voir parce que le son, il va rebondir sur les poumons puis il va revenir. Ou s'il y a un os qui empêche de voir, ben, on va être embêté. Donc l'échographie, ça marche très bien pour une femme enceinte, par exemple, ou pour des problèmes lorsque vous avez eu un kyste ou quelque chose, mais quelque chose qui est visible, alors que quand c'est quelque chose qui est invisible ou qui est caché derrière d'autres organes, ben, on n'a pas le choix, on est obligé de passer à autre chose. D'accord? Ou par exemple, bon, c'est pas encore pour vous, mais quand si un jour les filles vous êtes enceintes, vous allez voir au début, en fait l'embryon il est trop bas placé, il est trop au niveau de la, en fait il est pas visible, il est trop petit et avec l'échographie classique on peut pas le voir parce que il y a les os qui empêchent de voir. Donc là il fait ce qu'on appelle une échographie à l'intérieur. Donc il a une espèce de tube en plastique qui vous met, je vous fais pas le dessin pour les filles, et ça permet de voir en fait l'échographie de l'intérieur. Mais bon, ça on peut pas le faire pour tout quoi. Question sur l'échographie ou c'est bon? Non. Bon, je vous ai choqué avec l'endo, mais bah, c'est pas grave. Avec une endo, on appelle ça. Voilà, donc ça c'était pour la question. Son plaisir, je suis pas sûr, mais bon. Pas sûr que c'est ça du grand plaisir. Voilà. Euh, donc on en revient, on termine avec ça. Donc ensuite, exprimer en mégahertz les fréquences des ultrasons. Donc les mégahertz, c'est des millions de hertz, donc 10 puissance 6. Donc ici, si on en reprend 10 puissance 6 pour le dauphin, donc ici, 10 puissance 6, ça fait du 1 mégahertz. Et ici, 20 10 puissance 6, ça fait donc du 20 mégahertz. Voilà, plus compliqué que ça. Juste une division. Et donc, voilà pour la partie. Ensuite, les nuisances sonores, donc là, ça va très vite. Alors, pour la puissance du son, on terminera là-dessus, rapidement. La principale source de nuisances sonores, donc on vous dit qu'en fait, à Paris, ils ont des problèmes de son. On vous dit qu'en fait, les Parisiens, il y a 25% des Parisiens qui subissent un son supérieur à 60 décibels en continu, et 6% qui subissent un niveau de 70 décibels en continu. Il vous donne les valeurs, en gros, pourquoi est-ce que... bref, on s'en fout. On vous demande surtout ce qui est, pour l'activité-là, ce qui est intéressant, on vous dit pourquoi est-ce que pour les Parisiens, l'OMS dit que c'est un danger, les Parisiens, d'être au-delà de 70, alors que si on regarde ici, le seuil de risque, il est à 85. En fait, le danger, il est que le seuil de risque, on vous l'annonce, mais lorsque vous avez un son, bref, là, les Parisiens, il y en a certains qui ont 70 décibels, on continue, même la nuit. Et dans ce cas, ça devient un danger, parce que déjà, ça abîme vos oreilles, ça fatigue, etc., ça fait du stress. Autant c'est pas un danger pour l'oreille en soi, il n'y a pas de risque que le tympan craque ou je sais pas quoi. Par contre, un danger que ça soit, comment dire, fatigant pour votre santé, tout simplement. Donc du coup, on va supposer que voilà, ce qu'il faut que vous reteniez de cette activité-là, il y a juste ça à retenir, c'est que le seuil de danger et le seuil de douleur, c'est pour des sons brefs. On peut très bien être en danger pour notre santé mentale et pour la santé physique avec des sons plus faibles que ça si on écoute trop longtemps. Par exemple, le haut-parleur, comment ça s'appelle, un casque que vous écoutez, c'est de l'ordre de 80 décibels, donc normalement vous risquez rien. Mais si vous écoutez trop longtemps, en fait, l'oreille elle va se fatiguer quand même. Donc il faut éviter d'avoir des sons trop forts trop longtemps. C'est pour ça que sur les casques, c'est marqué attention, l'intensité, travailler écouter la musique à haute intensité pendant très longtemps, c'est dangereux. Voilà. Pardon. Et voilà. Bon, question sur les chapitres là? Il n'y a rien de plus sur l'activité là à faire. Alors, le hertz, c'est la fréquence, est-ce que c'est aigu ou pas, et le décibel, est-ce que c'est fort ou pas. C'est tout. Donc plus il y a de hertz, plus c'est aigu, et il y a de décibels, plus c'est fort. Donc tu peux très bien avoir un son très fort grave et un son très faible aigu. C'est pas lié, les deux sont pas liés. On est bon pour chapitre 13, 12, 13? Alors donc vous avez les exos qui sont sur Moodle, j'ai fait exprès de les mettre en fichier image, donc comme ça vous pouvez les faire depuis votre téléphone sans problème. Et on corrige ça la semaine prochaine et je vous mets le chapitre 14, je pense, demain. Ok? On se revoit mercredi prochain? Même heure? Et je vous donnerai le contrôle à partir de la semaine prochaine. Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. On fera un petit contrôle
QCM la semaine prochaine. Ok, bon bah allez, bonne semaine à tous. Bonne journée. Restez bien confinés.